Donald Trump misait sur un succès rapide en lançant le 28 février l'opération Fureur épique. A-t-il crié victoire trop vite? Iran were doing very well. We took a little excursion because we felt we had to do that. We've won. Let me say, we've won. Les frappes israélo-américaines ont réduit les capacités militaires iraniennes. Les infrastructures pétrolières sont endommagées, le guide suprême a été tué, mais le régime des mollahs ne s'effondre pas pour autant. Ali Khamenei a été remplacé par son fils. Dans la rue, ce sont les partisans du régime qui paradent. Les opposants, tétanisés par la répression, ne se sont pas soulevés comme Donald Trump l'avait imaginé. Même sous les bombes, les gardiens de la révolution tiennent le pays. Nous sommes ici et jusqu'à notre dernier souffle, nous nous battrons pour notre pays et notre nation. Nous avons traversé la guerre Iran-Irak de 1980 à 88, puis la guerre imposée par les États-Unis et Israël. Nous serons victorieux. L'Iran est toujours victorieux. Donald Trump s'attendait-il à la riposte iranienne? L'armée de Téhéran a ciblé Israël, mais aussi des bases américaines et des voisins du Golfe. Le détroit d'Ormuz, zone stratégique pour le passage des hydrocarbures, est bloqué jusqu'à nouvel ordre, faisant flamber le prix du pétrole. Et ça agace Donald Trump, qui réclame désormais l'aide des pays de l'OTAN pour sécuriser le détroit d'Ormuz sous peine de représailles. We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. And be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. Alors Donald Trump est-il pris à son propre piège en Iran? Les États-Unis s'étaient-ils suffisamment préparés à ce conflit? Comment expliquer la résistance du régime iranien? Nos trois invités pour ce débat, Robert Mallet, bonsoir. Vous êtes un diplomate américain, ancien conseiller Moyen-Orient du président Barack Obama et négociateur sur le nucléaire iranien pour Joe Biden. Vous enseignez aujourd'hui à Yale. Selon vous, Donald Trump s'est lancé dans une guerre qu'il espérait être de courte durée, mais il n'a pas pris soin de comprendre ni la psychologie iranienne, ni les dynamiques géostratégiques. À côté de vous, Bertrand Badi, bonsoir, professeur émérite de Relations internationales à Sciences Po Paris. Vous avez publié l'essai Par-delà la puissance et la guerre. Selon vous, les États-Unis n'ont pas sous-estimé l'Iran, ils ont surestimé leur propre puissance et leur capacité à l'utiliser en élément de changement positif pour la vie des Iraniens. Et à côté de vous, Mariam Pierzadeh, bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef à France 24, ancienne correspondante à Téhéran. Et j'ajoute que votre documentaire Iran, la révolte massacrée est visible sur la chaîne France 24, précisément. Selon vous, les Iraniens s'étaient préparés à ce conflit, notamment en réorganisant la répartition des pouvoirs. Vous ajoutez, au fond, ça fait 47 ans qu'ils se préparent à cette guerre. Et on démarre le débat, Benjamin, avec le chiffre du jour. Oui, au moins 1319 civils ont été tués en Iran depuis le début de la guerre, donc depuis 15 jours, d'après une ONG des droits humains en Iran, basée aux États-Unis. Mariam Pierzadeh, depuis le début de la guerre, donc les Iraniens sont les principales victimes de ce conflit, autant des frappes que du pouvoir dictatorial des mollahs. Exactement, il faut imaginer qu'aujourd'hui, le quotidien d'un Iranien, c'est les bombes américaines et israéliennes et la répression du régime, puisque les commissariats de police sont visés par des frappes, donc toutes les forces de police, celles qui ont massacré à la Kalachnikov il y a 2 mois à peine les millions d'Iraniens qui demandaient la démocratie et un changement de régime, sont donc dehors. Donc il y a des vidéos qui sortent du pays, on voit des checkpoints. Je voyais une vidéo il n'y a pas très longtemps, notamment d'un checkpoint dans un tunnel, arrestation de personnes qui nous envoient des vidéos. Moi, personnellement, je reçois des vidéos, mais on me demande de ne pas les publier, puisqu'ils encourent un risque très important avec des arrestations qui se multiplient. Donc, ce n'est pas surprenant, puisqu'il s'était passé exactement la même chose au moment de la guerre des 12 jours, une répression accrue sur la population. À noter que ça fait 17 jours que la population iranienne n'a plus Internet. Comment imaginer une population sous les bombes qui ne sait pas ce qui se passe? Donc ils en sont réduits à fixer la fenêtre pour comprendre où les bombes tombent, quelle cible a été visée, et ils arrivent à se parler sur le téléphone fixe. Impossible pour eux de se connecter à Internet depuis 17 jours, et on voit que cette coupure Internet va perdurer. Robert Mallet, le régime a été touché, il a même été décapité le 28 février dernier, mais néanmoins, il tient. Et tenir, c'est la victoire. Parce que nous faisons victoire pour eux, pour l'instant. Oui. On fait face, je pense que Dominique de Villepin avait appelé ça le Vietnam global. Moi, j'ai appelé ça une guerre de guérilla à l'échelle mondiale, c'est-à-dire
guerre de guérilla, où ce qu'il faut, c'est trouver les points faibles de son adversaire. On est plus faible soi-même, mais dans cette guerre asymétrique, on trouve les moyens de toucher l'adversaire sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan commercial. Et finalement, ils mènent une guerre à laquelle les États-Unis ne sont pas, pour l'instant, adaptés. Et il est difficile. Préparés ? Absolument pas préparés. Vous l'avez dit vous-même. Et dans un sens, je ne sais pas si c'est que le président Trump n'a pas examiné ce scénario. Je me demande s'il a examiné un scénario quel qu'il soit. Je pense qu'il s'est lancé là-dedans avec l'improvisation qui lui est propre. Et on en voit le prix aujourd'hui. C'est une guerre qui est déjà catastrophique. Et à ce stade, avec l'escalade qui nous attend, je pense. Vous évoquez une guerre asymétrique, on va en parler avec vous trois et avec Anna. Asymétrique parce que les Américains ont un armement ultra technologique, les Iraniens ont des drones qui coûtent pas cher et l'asymétrie repose là. Exactement, vous le disiez, on parle même d'une guérilla aérienne capable de déstabiliser les Américains. D'un côté, il y a les dizaines de milliers de drones kamikazes de longue portée iraniens, les Shahed. Leur avantage, c'est qu'ils sont peu chers. On les surnomme d'ailleurs les missiles du pauvre, entre 20 et 50 000 $ pièce selon la majorité des spécialistes. D'autre part, l'Iran sait en produire rapidement de grandes quantités, entre 100 voire 200 000 là aussi par an selon les estimations. Et puis, leurs matériaux très légers et leur vol à basse altitude les rendent très difficilement détectables par les radars. Et ça permet aux Iraniens de saturer littéralement le ciel du Moyen-Orient. Au total, environ 2000 drones auraient été lancés, certains causant des dégâts matériels et humains sur des bases américaines en Irak et au Koweït. D'autres ont ciblé des ambassades, des installations énergétiques, des ports, des hôtels. Ça a été le cas aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Oman et au Bahreïn. Donald Trump a d'ailleurs déclaré cet après-midi que plus de 95% des drones iraniens auraient été détruits. Quant aux États-Unis, eux utilisent plutôt des missiles classiques, autour de 3 millions € pièce en moyenne. Une centaine de missiles Patriot auraient été tirés depuis des avions de chasse ou bien des bases système sol-air. Et là, l'équation économique n'est plus du tout la même. À ce jour, on estime que le coût total de la guerre pour les Américains est évalué à près de 2 milliards de dollars par jour. Bertrand Badi, est-ce que cette guerre, elle va se jouer sur la capacité des deux pays, les États-Unis et l'Iran, à renouveler leur stock d'armes ? Alors, il faut partir d'une idée très simple qui va étonner et choquer, mais la faiblesse n'est plus l'envers de la puissance. Et c'est ça la nouvelle équation des relations internationales aujourd'hui. En fait, c'est pas d'aujourd'hui, c'est des guerres de décolonisation que l'on a découvert ce phénomène. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le faible, dans ce qu'on appelle maintenant les guerres asymétriques, dispose de quantités de ressources contre lesquelles le puissant ne peut pas ou ne peut plus agir. Et de ce fait, ça empêche la puissance de faire ce pourquoi elle a été inventée, c'est-à-dire imposer un ordre favorable au vainqueur. Et donc, ça veut dire que nous passons d'un rapport que le grand stratège Clausewitz appelait le rapport du faible au fort, à un rapport qui est celui de l'ordre au désordre. C'est-à-dire qu'autrefois, on était puissant pour créer un ordre qui vous est favorable. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose, c'est créer du désordre. Créer du désordre, affaiblir celui d'en face, mais en l'affaiblissant, on lui donne des ressources. Et c'est très exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le faible, dans sa riposte, il peut créer un désordre extrêmement coûteux pour le puissant et un désordre qui, à lui, ne lui coûtera pas cher. Mais Robert Mallet, un faible peut céder à un moment donné. Est-ce que l'Iran n'est pas aussi un régime aux abois, qu'on ne le voit pas actuellement vraiment, mais qui a une forme de fébrilité qui peut se manifester dans les jours à venir ? Fébrilité, bien sûr, dans le point de vue... Et d'effondrement. Intérieur. Non. Effondrement, écoutez, mais même s'il s'effondre, il existe encore. C'est-à-dire qu'il s'effondre, il ne disparaît pas. C'est une guerre civile, avec des ressources de violence et de chaos et d'instabilité. Donc, l'issue, c'est quoi la victoire pour les États-Unis ? On ne la voit pas. C'est remplacer ce régime par un régime... Quel est le but de guerre ? D'ailleurs, le grand problème, c'est qu'il n'y avait jamais de justification claire à cette guerre. Il n'y a pas d'objectif clair non plus. Et c'est ça le problème pour les États-Unis, c'est qu'ils ont lancé cette guerre sans raison, sans véritable justification. Mais s'il n'y a pas de but de guerre, il n'y a pas forcément de défaite non plus. Trump pourra dire... Eh bien, tout à fait. C'est pour ça que l'espoir aujourd'hui, c'est qu'un jour Trump se réveille et qu'il se dise, parmi les 1000 objectifs que j'ai pu déclarer ces derniers jours, il y en a un objectif que je vais identifier aujourd'hui, je l'ai achevé et c'est bon. Et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'un jour, ils se disent, on a gagné.
Ok, qu'on lui donne cette victoire, parce qu'il faut que cette guerre se termine avant que les pertes civiles et que les pertes économiques et le chaos ne se généralisent. Mariam Pierzadeh, l'effondrement est désirable, mais semble repousser, de semaine en semaine, d'année en année, l'effondrement du régime iranien. On ne peut pas parler au nom de 90 millions de personnes, mais en tout cas, ce que je remarque de mes contacts sur place, il y a une peur commune, c'est que ce régime reste en place. Et dans tous les scénarios évoqués par Donald Trump, le régime est là. Puisqu'il a d'abord dit « j'ai pensé à quelqu'un pour diriger l'Iran, mais il a été tué », donc ça veut dire que c'était quelqu'un du régime. Ensuite, il a dit « je veux être partie prenante du choix du guide ». Ce qui est inquiétant, c'est de se dire... Alors déjà, je pense qu'ils ont deux agendas qui ne sont pas les mêmes avec les Israéliens. Les Israéliens assument clairement un changement de régime, mais même eux commencent à dire qu'il n'y a pas d'alternative à ce régime. Et c'est là où c'est inquiétant. C'est-à-dire que là, c'est comme un livre ouvert et la page, elle est au milieu. Ce régime s'est préparé à cette guerre déjà donc depuis 47 ans, comme je disais, mais particulièrement depuis la guerre des 12 jours du mois de juin. Les semaines précédentes, ces frappes... Tout le monde savait qu'il y allait avoir une guerre. Elle a été avancée, cette guerre, parce qu'il y a eu le Mossad qui a eu cette information selon laquelle Ali Khamenei allait se réunir avec tous les caciques du régime à un endroit précis. Donc cette frappe a été ordonnée le samedi 28 février au matin. Mais les semaines avant, Ali Larijani, qui aujourd'hui dirige l'Iran avec les gardiens de la Révolution, s'est déplacé à plusieurs reprises à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine. Ils ont mis en place tout un système de successeurs et ont demandé au grand commandant des gardiens de la Révolution de désigner eux-mêmes 3 successeurs. D'ailleurs, Ali Khamenei n'avait pas mis son fils sur la liste des successeurs, Mojtaba Khamenei. Donc là, aujourd'hui, vous savez, la République islamique, c'est pas juste, comme on entend des fois, le régime des mollahs. C'est une pièce avec 2 facettes. La face A, c'est les religieux. La face B, c'est les gardiens de la Révolution. C'est donc un régime qui est théocratique et militaire. Et aujourd'hui, les militaires ont pris le pouvoir sur la République islamique. Bertrand Badi, mais on dit que la guerre a été mal préparée par les Américains. Vraiment, vous pensez qu'il n'y a pas eu d'anticipation de ce qui se passe aujourd'hui ? Et est-ce qu'ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout, justement, parce que maintenant, le pouvoir, s'il reste en place, sera encore plus répressif ? Ce qui me paraît relever effectivement de la question de la préparation, c'est la préparation mentale et intellectuelle, qui tourne autour de l'idée fétiche, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, un peu moins maintenant, qui est l'idée de décapitation. C'est-à-dire l'idée que, en quelque sorte, le point d'aboutissement de l'action militaire, c'est décapiter le régime. À partir du moment où vous le décapitez, il n'existe plus. Bon, un régime, c'est pas comme un corps humain. Effectivement, quand vous coupez la tête à quelqu'un, on peut considérer que cette personne est morte. Un régime Myriam Pierzadeh l'a très bien dit il y a un instant, c'est-à-dire un régime, c'est quelque chose d'extraordinairement complexe, dans lequel il n'y a pas seulement des acteurs, et ces acteurs sont eux-mêmes extrêmement nombreux, et derrière les acteurs, il y a tout un système qui s'est tissé en 47 ans, il ne faut quand même pas l'oublier, et qui s'est tissé autour d'intérêts partagés, de systèmes tentaculaires reliant les uns aux autres, etc. Mais surtout, derrière tout cela, il y a quelque chose qui est extrêmement, à mon avis, décisif dans cette affaire. C'est que lorsque vous supprimez un individu, vous ne faites pas ce que l'on disait autrefois comme étant la clé de la victoire, c'est-à-dire terrasser l'ennemi. La victoire, en termes classiques, en stratégie classique, c'est terrasser l'ennemi. Terrasser l'ennemi, ça veut dire utiliser les moyens militaires pour annuler les moyens militaires de l'autre. Les moyens militaires du système iranien ne sont pas anéantis, et deux, les moyens militaires ne sont que minoritaires dans les ressources de pouvoir. Et vous avez à côté de ça quantité d'autres ressources économiques, culturelles, idéologiques, tout ce que vous voulez, qui font que je pense que les gens qui sont au pouvoir à Washington n'ont pas fait d'études de relations internationales. Alors, c'est pas ce que dit, et vous allez l'écouter, et vous allez l'entendre, et bien sûr, on imagine ce qu'il peut dire, la réponse de Pete Hegseth, l'ancien journaliste à Fox News et secrétaire d'État à la Défense. Il estime bien sûr que la menace iranienne a été anticipée. On l'écoute. Or more fake news from CNN. Reports that the Trump administration underestimated the Iran war's impact on the Strait of Hormuz. Patently ridiculous, of course. For decades, Iran has threatened shipping in the Strait of Hormuz. CNN doesn't think we thought of that. It's a fundamentally unserious report. Alors, Robert Mallet. Mais dans un sens, s'ils y avaient pensé, c'est encore pire. C'est-à-dire, s'ils avaient envisagé que ça, ce serait le résultat de la guerre, c'est encore plus irresponsable qu'il est engagé. Donc, on doit vraiment faire confiance, avec tout le respect que je dois donner à la fonction de secrétaire à la guerre. On ne peut
pas faire confiance à ce que dit Peter Hegseth. Mais ça veut dire concrètement, vous qui avez même bien connu la Maison-Blanche, il n'y a plus de conseillers qui ont l'oreille de Trump aujourd'hui. Il décide tout seul. Eh bien, écoutez, quand on est empereur, on veut que ses conseillers disent ce qu'il veut entendre. Moi, j'ai déjà servi des présidents. J'avoue, c'est difficile de contredire un président, surtout lorsque le président semble convaincu de quelque chose. Mais lorsque vous avez un président qui est prêt à vous virer à la moindre contradiction, il n'a que des gens autour de lui qui lui disent ce qu'il veut entendre. Je suis sûr que certains ont dû murmurer, attention, peut-être le détroit d'Ormuz. Attention, peut-être le blocage du détroit d'Ormuz, donc ça a dû être évoqué. Et puis Trump a dû dire, mais on est plus puissant qu'eux, on va pouvoir les en dissuader. Et à ce moment-là, les militaires ont dû dire, oui, monsieur le président. N'oubliez pas qu'il a remplacé l'état-major militaire également pour mettre à la place de ceux qui étaient là avant des gens qui sont plus ou moins loyaux à sa personne. Mariam Piazzadeh, pardon, mais on sait que l'opinion américaine est farouchement hostile à cette intervention. Et en Iran, puisque vous avez des contacts, qu'est-ce que vous entendez? C'est-à-dire, il faut qu'on continue, que les Américains aillent jusqu'au bout, du coup, ou pas? Parce qu'ils ont peur des répercussions qu'il peut y avoir si les Américains se retirent aussitôt? C'est impossible de parler pour 90 millions de personnes. Il y a plein de sentiments contrastés, plein de sentiments même contradictoires. Moi, ce que je remarque, je vois 3 catégories de gens. Il y a ceux qui veulent que cette guerre elle aille jusqu'au bout parce qu'ils veulent que le régime tombe. Et pour eux, la seule solution, c'est une intervention américaine qu'ils ont demandé au mois de janvier quand ils ont manifesté. D'ailleurs, Donald Trump leur a dit « Ressortez, sortez, reprenez vos institutions, l'aide arrive ». Et finalement, il s'est assis à la table des négociations avec le régime à trois reprises. Il y a ceux qui veulent la fin de ce régime et qui ont peur de cette guerre, qui sont dans un état de stress et de choc post-traumatique, de choc traumatique très important, et d'autres qui sont anti-guerre. Donc c'est compliqué, vous savez, il y a plein de divisions à l'intérieur, il y a plein de sentiments contradictoires. Ils sortent d'un des épisodes les plus violents qu'ils aient jamais vécu au mois de janvier, lorsqu'ils sont allés manifester en Iran, enfin à Téhéran. Moi, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, on me disait, on connaît tous quelqu'un qui a été tué pendant les manifestations de janvier. Il y a eu 30 000 morts au moins. 30 000 morts. Sans compter les blessés. Je veux dire, la République islamique a déclaré la guerre contre sa population. Quand on tire à la Kalachnikov face à une jeunesse qui ne demande qu'une chose, le changement de régime et la démocratie, et qui sortent d'un blackout Internet et qui se rendent compte de l'ampleur de la répression. Donc, il y a eu cette répression extrêmement importante. Il y a d'abord eu ces manifestations avec un vrai espoir que ce régime tombe, parce qu'il y avait des millions d'Iraniens dans la rue, la répression féroce et maintenant la guerre. Donc ils sont dans un état, je pense que les Iraniens, c'est une population qui est maudite honnêtement. Et je pense qu'elle est trop facilement oubliée. Personne ne parle des Iraniens et de ce qu'ils veulent vraiment. L'état de l'opinion américaine à propos de cette offensive? Je pense que c'est la guerre la moins populaire dans l'histoire contemporaine. C'est-à-dire au début d'une guerre, souvent il y a cet élan nationaliste, patriotique. Là, pour le coup, ça n'existe pas. Même la base MAGA. Même, pardon? Même la base MAGA. Ben, la base MAGA, elle est assez divisée. Je suppose la majorité d'avec Trump, parce qu'elle le sera toujours. Mais il y a des voix très indépendantes, Tucker Carlson, d'autres, qui disent, mais vous nous avez promis pendant toute votre campagne que vous étiez contre ce genre de guerre, ces guerres interminables, ces guerres stupides au Moyen-Orient, à quoi ça sert? Et voilà un président... L'isolationnisme est devenu une succession d'interventions à l'extérieur. Ce qui est tout de même... Donc je pense que la droite se divise, la gauche, enfin les démocrates sont contre. Il aura du mal, je pense, à rallier l'opinion publique, et c'est une des raisons pour lesquelles il se réveillera peut-être un matin en se disant « j'ai les élections de mi-mandat qui approchent en novembre, les prix du pétrole qui montent, mon opinion qui n'est pas avec moi, attention ». Oui, Bertrand Madi. Oui, je pense que la grande erreur qui a été faite, et probablement à la Maison-Blanche, c'est d'avoir privilégié l'approche stratégique. Or, le stratège est mort aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien dans cette crise que les fameux stratèges sont pris en étau entre deux phénomènes absolument incontrôlables. L'aspect systémique, c'est-à-dire tout ce qui se fait crée du désordre un peu partout dans la région et dans le monde entier. Et à partir du moment où c'est le monde entier qui est en désordre, le stratège, il ne peut que regarder et constater. Et puis l'autre part de l'étau, c'est la société iranienne. Une société, ce n'est pas une armée. Ça ne se commande pas, ça ne se dirige pas, ça ne s'exprime pas de manière audible. C'est un mouvement spontané qui
se produit ou ne se produit pas, avec lequel on compte et on s'aperçoit qu'on a eu tort de compter avec, ou avec lequel on ne compte pas et on s'aperçoit qu'on a eu tort de ne pas compter avec. Donc, dans cette logique, le stratège est... Ça veut dire que ça inclut, Mariam Pierzadeh, un soulèvement C'est la très bonne question, effectivement. C'est que là, je pense qu'ils sont arrivés à un point où les Israéliens et les Américains demandent à la population de se soulever. Sauf que moi, à Téhéran, les contacts que j'ai, ou dans d'autres villes en Iran, on me dit on ne peut pas sortir pour le moment parce que les forces de répression sont dehors. Donc on attend l'ordre de sortie, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas renverser un régime sous les bombes. Ça, c'est quelque chose qui est impossible dans n'importe quel pays au monde. En plus, la répression en Iran, il y a des raids, il y a des personnes qui se sont fait tirer dessus parce qu'elles ont exprimé leur joie à la mort de Ali Khamenei, donc ils ne peuvent pas sortir. Donc quand les Israéliens et les Américains leur disent maintenant reprenez, alors ils essayent de justifier ça en disant on est en train de frapper les installations sécuritaires, et c'est vrai, des tribunaux sont frappés, des commissariats de police, là où on arrêtait les filles pour un foulard mal porté, qui sont également frappés, donc des endroits symboliques qui incarnent la répression en Iran pour permettre ces conditions et permettre un soulèvement. Mais le soulèvement, il était dans les rues d'Iran dès le 28 décembre, il était dans les rues d'Iran. Et ils ont attendu l'aide américaine, comme ils disent, pour beaucoup, et beaucoup d'Iraniens m'ont dit, après cette séquence, on s'est senti abandonnés. Robert Mallet, vous avez conseillé Barack Obama et Joe Biden, notamment sur le nucléaire. Il n'aurait pas fallu que Barack Obama puis Joe Biden aident les Iraniens? Écoutez, je l'ai écrit dans un article du Monde, c'est vrai que le peuple iranien n'a pas été vraiment au centre de la pensée américaine, je le reconnais, et c'est une critique ni de la vôtre, ni de la leur. Tout à fait légitime. On avait des intérêts qui étaient de résoudre le problème nucléaire, parce qu'on se disait que si l'Iran acquiert une bombe nucléaire, on irait vers la guerre. Maintenant, on y est. Et donc, c'est vrai que... Mais ils n'ont pas la bombe nucléaire, par ailleurs. Non, ils n'ont pas la bombe nucléaire. On dit qu'ils pouvaient l'avoir assez rapidement, entre 6 mois et 1 an. C'est faux? Écoutez, il faudrait d'abord... Vous voulez dire à quel moment? Juste avant cette guerre-ci? Non, à venir, là, dans les années. Oui, écoutez, dans le meilleur des cas pour eux, c'est-à-dire s'ils veulent une bombe nucléaire, ils doivent d'abord trouver les 400 kilos d'uranium enrichi, ensuite reconstruire un programme nucléaire, le faire sans être aperçu par les Américains ou par les Israéliens. C'est vrai que dans un monde théorique, en 6 mois, 1 an, ils pourraient obtenir une bombe atomique, mais les conditions n'existent pas aujourd'hui. Mais je reconnais que c'est une question à laquelle, mais pas seulement dans le cas iranien, on n'a pas de politique réellement efficace pour aider les peuples qui subissent la dictature, les régimes autocratiques. On n'a pas de solution miracle. Les États-Unis, mais le monde entier ne l'a pas. Mais en tout cas, la guerre ne va pas les aider. Ça, je le dis, je comprends tout à fait la frustration d'Iraniens qui se disent tout peut nous aider, même la guerre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et puis, n'oublions pas que ni pour le Premier ministre israélien, ni pour le président américain, le bien-être du peuple iranien ne figure au rang des priorités. Au contraire. Merci à tous les trois. Le débat est terminé, mais merci infiniment d'être venus débattre ce soir dans 28 minutes.